Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour le QLS numéro 27 ou 28. Putain, on a été chaud là cette saison. On a été chaud. Et du coup, émission un peu spéciale. On va pas faire les. Wesh, tu vois quoi gros? Je plaisante. Ok, il est bizarre ce mec. Émission un peu spéciale parce que du coup, c'est la fin de la saison régulière. On va rentrer sur les play-in et les séries de play-off qui sont déjà déterminées, donc 4-5 et 3-6, puisque le Real et le Pana joueront contre ceux qui sortent du play-in. Yes. Donc on va parler de ce qui va se passer surtout cette semaine, donc les play-in et des séries de play-off déjà déterminées. Et voilà, donc on va faire des previews, un peu les joueurs à suivre, ce qu'on considère qui va être la clé des confrontations, etc. Et on va voir qui est expert, on va voir qui sont les fraudes. C'est le moment de vérité. On va voir. T'as joué hier ? Nous avons joué hier. On a perdu hier de 4 contre Marne-la-Vallée, mais parce que nous sommes des merdasses, oui, et c'est mérité. Bon, on a battu Boulogne, bien sûr, faut pas être bête. Il y a le retour. Voilà. Tu sais qu'en plus, je décale un voyage très important pour pouvoir jouer contre toi au retour. On va lui refaire les fesses, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas fait les fesses, vous avez gagné 3 points. Bref, en parlant de les fesses... En menant de 18. En parlant de les fesses... On est parti sur... Ah bah non, putain, faudrait que je refasse des titres du coup. Mais donc du coup, on commence par le premier preview. 9 contre 10. Les clubs français ? Ah non. Donc FS contre Bologne. Putain, qui se retrouve 10e. Alors juste un petit point sur le classement final avant de commencer. Real premier, ça c'était sûr. Pana qui finit 2e du coup. Monaco 3e. Barça 4e. Olympiakos 5. Fener 6. Et ensuite pour le play-in, Maccabi 7. Baskonia 8, Efes qui termine quand même à la 9e place et Bologne qui termine à la 10e. Donc Bologne, c'est la chute. Mais du coup, on va commencer tout de suite sur Efes Bologne. C'est parti. Alors, Efes Bologne, match de play-in. Pour la... Oui, vas-y. Avant de rentrer dans les stats, vraiment, donne-moi toi ton ressenti vraiment sur la fiche, sur comment tu l'aperçois, sur les dynamiques, comment tu le ressens. Alors, ça c'est un truc que je vais dire sur les 2 matchs de play-in, c'est que déjà, pour moi, c'est des équipes qui sont toutes très offensives, qui ne s'appuient pas vraiment sur leur défense. C'était pas le cas de Bologne pendant leur bonne partie de la saison, mais là, c'est vraiment catastrophique. Et en tout cas, en ce qui concerne Efes Bologne, c'est 2 équipes avec des dynamiques complètement inversées. Ouais. Bologne est sur 7 défaites d'affilée pour finir la saison. Ouais. L'Efes est sur 5 victoires d'affilée pour finir la saison. Ils sont même repassés devant, alors que Bologne partait de très... voilà, ils ont fait 7 défaites d'affilée, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même à 17-10, ils finissent à 17-17. Une dynamique catastrophique. Pour moi, le seul truc, on va rentrer dedans, mais Bologne, leur seule chance, on va dire, parce qu'ils sont vraiment pas favoris à l'heure actuelle, leur seule chance, c'est qu'ils ont récupéré leur effectif au complet quasiment, et faut espérer que ça clique, parce que sinon, je pense que vu la forme actuelle de l'Efes, ça va être compliqué pour eux. Mais comment tu vois la chose? Qui est favori pour toi et comment tu vois les choses? Pour moi, l'Efes est favori. Je pense que l'Efes est favori, je suis d'accord avec toi. De par les dynamiques, j'ai pris un peu plus large sur le spectre des victoires-défaites sur la série de 10. Donc sur les 10 derniers matchs, l'Efes est à 8-2. Ouais, et 2-8 pour... et à l'inverse, 2-8 pour Bologne. Je pense que ça en dit long. On l'a beaucoup répété sur les QLS précédents. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir. C'est sur la chaîne YouTube de Osfit. Bien sûr, tu connais déjà. Abonne-toi. Mets des commentaires. Toi aussi. T'as pas attendu la fin de la vidéo. Au bout d'un moment, tu connais comment ça fonctionne. Mais blague à part, les Fesses, c'est dans une meilleure dynamique. Ils ont aussi récupéré leurs joueurs parce qu'ils ont eu un trou aussi, les Fesses, durant la saison, avec beaucoup de blessés. Là, ils ont un effectif relativement dynamique et on ira par la suite sur vraiment les forces de chacun. Mais de façon globale, moi, vraiment, je mets les Fesses de par ce qu'ils ont montré ces derniers temps avec des top players qui retrouvent leur niveau. Dont Will Clyburn, par exemple. Donc, non, franchement, je vois vraiment les Fesses prendre l'avantage. Bologne... Je les trouve en difficulté et je trouve que l'Efes va pouvoir appuyer sur certains points dans cette confrontation et on va y venir juste après. Ok, écoute, on peut rentrer dedans. Ouais. Donc déjà, c'est 2 équipes qui défensivement sont assez faibles en termes de rating défensif. Mais Bologne, comme on l'a dit, par le retour au complet, peut retrouver une identité de jeu défensive, une assise défensive un peu plus appuyée justement. Il y a Isaac Cordinet qui est revenu sur le dernier match de la saison. Il n'a pas beaucoup joué, donc
Question de est-ce qu'il va être en forme pour le match de play-in, parce que bon voilà, c'est quand même un des top défenseurs, surtout sur les lignes extérieures, et en face il y a des extérieurs à défendre. J'ai aimé la reprise de niveau, le retour en forme de Tourniquet Shengelia sur les derniers matchs. On a vraiment retrouvé le Shengelia qu'on a vu en début de saison, agressif, fort sur le post-up, fort passeur, voilà, qui est vraiment présent dans tous les compartiments du jeu. Et Bologne aura de toute façon besoin d'un Shengelia à ce niveau-là s'ils veulent espérer passer. Alors après, on dit tout ça, mais c'est possible aussi que tout le monde se passe au travers et que ça soit un match dégueulasse. Je ne pense pas, j'espère pas. Mais voilà, après... La différence, elle se fait à l'heure actuelle, parce que là, on fait une supposition sur le fait qu'il soit au complet Bologne. Mais à l'heure actuelle, si tu regardes les stats, l'Efes est quand même la deuxième équipe au rating offensif, alors que Bologne est 13e sur 18. Donc offensivement, tu as quand même une équipe qui est largement au-dessus de l'autre, sauf que les deux équipes sont faibles défensivement. Donc forcément, tu te dis que ça va plus pencher du côté de l'Efes, encore une fois. Tout va dépendre de est-ce que Bologne sur ce match-là peut retrouver justement cette intensité défensive qui a fait leur force sur le début de saison, notamment sur les deuxièmes mi-temps, avec le retour de leur équipe au complet. Je suis d'accord avec toi et à mon sens, par rapport à l'Efes, là où ils vont devoir appuyer, je pense que c'est dans la raquette. Je pense qu'à l'heure actuelle, Bologne peut être en grande difficulté dans la raquette. J'ai une idée des derniers matchs. Tourniquet Shengelia est un très bon joueur, cette qualité de passe, de faire jouer son équipe. Par contre, en défense, ce n'est pas le plus grand défenseur qui existe. Après, c'était pas catastrophique. C'est pas un plomb, je suis d'accord. Mais je pense que vraiment l'Efes peut appuyer de par Dan Oturu, de par Tyreek Jones, de par Tibor Place pour écarter aussi sur le jeu externe. Donc vraiment, alors après on sait qu'ils ont d'autres forces l'Efes, Will Clyburn, bien sûr on va parler de Darius Thompson, bien sûr je vais pas parler de Shane Larkin parce qu'on le sait déjà tous, mais je pense que vraiment l'Efes peut appuyer dans la raquette là où Bologne peut être beaucoup plus en difficulté à ce niveau-là. Toutefois, là où Bologne peut essayer de faire contrebalancer le match, c'est au niveau du jeu collectif et cette agressivité défensive qu'ils ont été capables de mettre. Tu l'as dit, on a le retour d'Isaiah Cordinet sur le dernier match. On sait qu'avec Daniel Hackett, on sait qu'avec Ife Bloomberg, avec Payola, ça peut défendre très très fort. Et du coup, on sait aussi que l'Efes n'aime pas ça. On sait que l'Efes n'aime pas ça et que c'est pas la meilleure des équipes défensives. Ils sont plutôt tournés sur du 1 contre 1. Et je pense que si Bologne souhaite gagner ce match-là, il faut que Bologne puisse les emmener justement dans ce jeu-là. Les forcer à jouer du 1 contre 1, à pas se passer le ballon et pas laisser Shane Larkin battre son défenseur parce qu'après derrière, il est trop fort. Sur de la finition ou sur créer pour les autres, il est trop fort à ce niveau-là. Ouais, mais du coup, si tu sais que Shane Larkin, tu vas pas le tenir en 1 contre 1. Malheureusement, il n'y a personne en Euroleague qui va le tenir en 1 contre 1, même si c'est Isaiah Cordinet, Payola, etc. Donc, est-ce que tu vas pas faire le choix, comme on le voit de plus en plus, de laisser un joueur être hyper performant, mais d'essayer d'éteindre tous les autres, d'essayer d'éteindre les Bobois, les Thompson et les Tyreek Jones, etc. J'aimerais revenir aussi sur ce que tu as dit, parce que ça m'interpelle un petit peu dans le sens où on sait que c'est pas le jeu de l'Efes d'appuyer sur. En plus de ça, à part Tibor Place à la limite, ils n'ont pas d'intérieur vraiment qui va jouer du post-up. Tyreek Jones et Dan Oturu, ils leur donnent jamais la balle en bas pour jouer poste bas. Ils les trouvent sur du alley-oop. Ils vont chercher du rebond offensif. Mais oui, alors dans ce sens-là, si tu veux dire que sur du rebond, ils peuvent aller chercher, des points, oui. Mais pour moi, il ne faut pas que tu comptes aujourd'hui sur un match où tu joues ta saison. Parce que là, on parle de 9-10, ça veut dire que tu perds, tu sors, c'est fini. Tout à fait. Faut pas compter sur Tyreek Jones, Dan Oturu. Non, c'est pas Moustapha Fall, je suis d'accord, c'est pas balle en bas et tu joues. Mais par contre, sur le côté athlétique, sur le côté physique, l'Efes a un coup à jouer à ce niveau-là, et j'en reparlerai pour une autre équipe aussi. L'Efes a un coup à jouer à ce niveau-là par rapport à Bologne qui peut avoir un jeu qui est plutôt bien léché, même si c'est pas le jeu de l'Olympiakos par exemple, mais ils sont capables de se trouver avec Tourniquet Shengelia en point d'orgue qui va faire jouer autour de lui. C'est pas le jeu de l'Efes, par contre l'Efes peut amener ce côté vraiment physique que Bologne peut parfois manquer. Ouais, mais tu vois en fait, si tu regardes les stats, c'est deux équipes qui sont très mauvaises au rebond, les deux. Et que ça soit l'Efes, et pourtant l'Efes, ils ont des joueurs justement athlétiques, on en a parlé de Tyreek Jones, Dan Oturu, Tibor Place qui est plutôt grand, plutôt qu'athlétique, mais c'est une équipe qui laisse beaucoup de rebonds aux équipes adverses, comme Bologne. Donc, et on en parlera sur le match de play-in, c'est un peu la même chose. À mon avis, une des clés,
ça va être, enfin c'est une des clés, mais c'est valable pour tous les matchs, ça va être la guerre du rebond. On voit que le Bayern n'a pas fait une saison extraordinaire, mais ils ont été dans la lutte jusqu'au bout, jusqu'au play-in, parce que c'était la meilleure équipe au rebond. Là, t'as quand même Brian Dunston, Jordan Mickey, qui sont... Brian Dunston, bon bah voilà, il est vieux, mais moi je le vois souvent défensivement, il apporte de fou, tu vois, au rebond et tout. Il arrive quand même, à chaque fois qu'il a la balle dans la raquette, c'est dunk. Donc voilà, il y a le bon retour aussi de Achille Polonara pour écarter, qui est pas mal sur les derniers matchs, qui a fait un gros dernier match, même s'ils perdent. Donc à voir à l'intérieur. En tout cas moi, le principal point d'interrogation, et tu m'en as fait penser à un autre en parlant de lui, ça va être le niveau de Will Clyburn. Ah oui, c'est clair. Le niveau de Will Clyburn, donc on l'a dit, les Fesses est à 5 victoires d'affilée sur les 5 derniers matchs. Ils sont à 8-2 sur les 10 derniers. Will Clyburn, du coup, sur les 9 derniers matchs, il a plus de 15 points de moyenne, sachant que sur la saison, il est à un peu moins de 13 points. Donc il est vraiment en pleine bourre, en pleine forme. Quel niveau il va avoir face à une défense qui justement sera potentiellement bien en place, où il aura moins de jeux de transition, mais où on sait qu'il va avoir ses isolations. Qui va défendre sur lui? Ça, c'est aussi la question, parce que c'est quand même un poste 3, limite 4 maintenant dans le jeu actuel. Tu vas mettre qui? Si tu mets Mickey, qui est un vrai 4-5, bah, il va le battre en vitesse. Tu mets des joueurs comme Cordinier ou Hackett, bah, il va les poster. Donc de toute façon, c'est un mismatch permanent, ce mec-là. Mais ça va être une défense collective. T'es obligé. Bah, t'es obligé, surtout que bon, si tu viens un peu trop aider, derrière t'auras Bobois, t'auras Darius Thompson, t'auras Larkin qui vont allumer. Sans parler des postes 4 de l'EFS aussi qui sont capables d'allumer, Derek Willis, Erjan Osmani ces derniers temps et tout. Donc Osmani, il a fait une grosse semaine là. Donc ça va être très intéressant. Moi, c'est un match que j'ai hâte de voir. J'espère que les équipes vont être au niveau, parce que ça soit Bologne qui est clairement pas au niveau sur les dernières semaines, et l'EFS. On sait très bien que vu que c'est un jeu ultra individualiste, que ça peut vite tourner au vinaigre s'ils mettent pas dedans. J'espère ne pas avoir une bouillie de basket. Juste, je regarde du coup les passes décisives par match. Bologne est 6ème à 18-8. Et les Fesses est bien remonté quand même, parce que c'était une des pires équipes au pass d'ess en début de saison. Ils sont 9ème à 17-9. Donc tu vois, au final, en termes de jeu collectif, les Fesses a quand même retrouvé, j'ai trouvé sur les derniers matchs, une identité. Alors est-ce que c'est dû à l'arrivée de Sfaropoulos, mais je trouve que, en tout cas dans les stats, ils sont meilleurs aux passes décisives. Je pense vraiment que la clé pour Bologne, s'ils veulent gagner ce match-là, c'est bien sûr de limiter au tour de Shane Larkin et Will Clyburn, mais c'est surtout vraiment de les forcer à jouer du 1 contre 1. De les forcer, et je vais le dire aussi après pour une autre équipe, c'est vraiment de les forcer à jouer ce jeu de 1 contre 1, presque d'oublier de se passer la balle comme tu l'as dit, parce qu'on l'a vu tout au long de la saison, à chaque fois qu'ils ont fait ça, ça n'a pas fonctionné, parce que derrière, au bout d'un moment, l'adresse, elle tombe. Au basket, l'adresse, elle est fluctuante, c'est normal. Alors, t'es pas à l'abri que Shane Larkin t'en mette 48 et que tu perdes. Mais bien entendu, je préfère qu'il en mette 48 et derrière, les autres ne mettent rien. Et tu sais que tu vas gagner collectivement. Donc vraiment, je pense que Bologne doit se concentrer là-dessus et forcer l'AN de l'UFS à vraiment jouer ce 1 contre 1 pour s'auto-saboter presque, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qu'ils ont beaucoup fait cette saison, d'où leur place à l'heure actuelle dans le classement. Ouais, et du coup, pour finir sur ce match-là, tu parlais de l'EFS et du coup de leur attaque, de s'auto-saboter. Moi, je me souviens de l'EFS quand ils étaient dans le trou, même s'il y a eu des blessures et ça, quand ils étaient dans le trou, c'était une équipe, défensivement, c'était pathétique. C'est une équipe qui, défensivement, était vraiment pas en place. Donc en fait, ça va se jouer sur qui va être capable de mettre plus en place sa défense. On sait que sur le papier, Bologne a les qualités pour être une meilleure défense que les Fesses à voir. Donc pour moi, le facteur X côté Bologne, ça va être clairement Isaac Cordinier, son niveau de forme. Du côté Fesses, on l'a dit, du coup c'est Will Clyburn. J'aimerais rajouter quand même sur l'aspect défensif 2 joueurs. Un dont on parle souvent, donc Rodrigue Bobois. On sait qu'il peut être très très fort défensivement. Et aussi Justice, je sais pas c'est quoi son prénom, Olatz, qui franchement lui, il a été installé dans le 5 de départ depuis plusieurs matchs. Et défensivement, il fait du vrai boulot, tu vois. C'est vraiment le joueur, qui est là pour charbonner, faire des presses tout terrain, physique. Et sur les postes extérieurs, ça va pas faire de mal. Donc voilà pour FS Bologne. Donc du coup, ton pronostic FS. FS aussi, on est d'accord. Désolé pour Bologne. Ok, juste les joueurs à suivre sur ce match-là.
Donc évidemment, Tornike Shengelia. Oui, Toko Shengelia, côté Bologne, Toko. J'attends beaucoup d'Ife Lundberg. Il a fait aussi un beau dernier match. On sait très bien que c'est un mec, en fin de match, tu lui passes la balle, il peut sanctionner. Donc si tu t'emmènes dans un money time, tu peux vraiment t'offrir la possibilité de gagner ce match. Moi, c'est vraiment les deux joueurs que je vais regarder et avec Isaiah Cordier, donc ça fait 3. Côté FS, bien sûr qu'on l'a dit, Will Clyburn, Shane Larkin, pas besoin de le mentionner, on sait qu'il est trop fort, que c'est un des meilleurs joueurs d'Euroleague, que sur jeu 1 contre 1 il est intenable, qu'il peut à la fois mettre des tirs et des tirs très difficiles, comme il peut aussi distribuer le jeu. J'attends beaucoup de Darius Thompson sur ce match-là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'en attends beaucoup de Darius Thompson parce qu'il a fait une grosse saison l'année dernière avec Baskonia, il est arrivé cette année à l'EFS et ça a été un peu plus compliqué. Il est vraiment en dents de scie, c'est-à-dire qu'il est capable de nous sortir des prestations assez impressionnantes sans forcément mettre 20 points, mais des fois mettre du 10 points, 6 passes. Il n'en a pas fait beaucoup cette saison. Mais c'est ça en fait. Et donc je pense que j'en attends vraiment beaucoup d'Darius Thompson, cette capacité à prendre le relais de Shane Larkin justement, à mettre la balle au bon endroit et aussi parfois à créer du jeu pour lui parce qu'il est capable de monter très fort au cercle quand il le faut. Donc voilà, côté FS. Après, tu vois, tu parles de prendre le relais, de créer du jeu et tout. Clairement, le backup meneur, c'est Elijah Bryant, qui d'ailleurs a fait un très gros match sur les fins de saison. Mais Darius Thompson, il joue presque comme un 2. Il est souvent sur le terrain avec Elijah Bryant et c'est pas lui qui met en place le jeu. Darius Thompson, il fait une saison quand même... Bon, dans les stats, c'est pas dramatique, hein. Il a 11 points de moyenne, 2,9 passes, sachant que c'était le meilleur passeur de l'Euroleague l'année dernière. Il a 32% à 3 points, donc ça c'est un peu dramatique. Donc du coup, pour les joueurs à suivre, on l'a dit, donc Toko Shengelia qui a plus de 14 points de moyenne, 5 rebonds, 3 passes, 17,6 dévals sur la saison, qui était longtemps un candidat au MVP avant de rater les matchs. Mais tu sais qu'au final, il rate pas tant de matchs que ça, hein. Il rate 3 matchs. Mais après, il y a des matchs qu'il a joué où il était blessé, il sortait du banc et il jouait beaucoup moins. Mais au final, il rate pas tant de matchs que ça. Et du coup, Shane Larkin, quand même, du côté, qui est le joueur à suivre du côté de l'EFS, qui a 16,8 points, 2,9 rebonds, 5 passes quand même, donc il est presque à 17 points, 5 passes, une interception par match, plus de 20 dévals. Je crois que c'est toujours la meilleure éval de l'Euroleague. Gros joueur, dommage que son équipe finisse 10e, sinon il fait une saison de MVP, hein, clairement. C'est vrai. Voilà. On passe sur le deuxième match de play-in. Alors, le deuxième match de play-in, justement, Maccabi Baskonia. Ok. Donc là, ça va être un match où je pense, il n'y a personne qui va passer au travers. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais déjà, il n'y aura pas de défense, ça c'est sûr, des deux côtés. Ça va être qui va scorer le plus. Il y a moyen qu'on se retrouve avec un 130-120. Ça va être vraiment... ça va être vraiment un match très très offensif. Orgie offensif. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce match-là? Déjà, moi, c'est ce que j'ai dit toute la saison. Le Maccabi, c'est l'équipe relou. C'est l'équipe relou par excellence. Cette année, ils ont joué sur des terrains neutres, on sait, par rapport à les conflits géopolitiques et tout ce qui peut s'en suivre. C'est chaud, hein. C'est vraiment tout ce qui peut s'en suivre. Mais l'équipe a été aussi moribonde. On sait que l'année dernière, ils ont joué Monaco, si je dis pas de bêtises. Le Maccabi, oui. Je dis pas de bêtises pendant les playoffs. Et on a vu l'ambiance que c'était quand ils avaient leur public. Et je pense que pour une équipe, ça peut être compliqué toute une saison de devoir jouer sur des terrains neutres, à chaque fois de te déplacer, de pas être à la maison, de pas avoir ton public qui te pousse. Ça, c'est la première chose que je souhaite. Surtout que le public à Tel Aviv, en général, ça pousse. Ça pousse fort. Ambiance, quoi. Il y a une vraie ambiance, ça pousse fort, tu les entends bien. Donc, c'était une équipe qui, à domicile, était très dure à prendre. C'est ça. C'est pas la Stark Arena, mais on les entend. Ils ont quand même fait 13-4 à domicile cette saison. Hein. Voilà. Donc, mine de rien, alors que c'est pas leur vrai domicile. Voilà. Donc c'est pas si mal que ça. Et c'est ce que j'ai dit à Ozan toute la saison. J'ai dit, le Maccabi, s'ils vont en playoff, c'est l'équipe relou par excellence. C'est l'équipe relou par excellence parce que ils ont deux très très forts joueurs, mais un qui a fait une saison très moribonde, très moyenne pour pas dire assez moche. Mais malgré tout, c'est l'équipe que je veux pas prendre sur un match, sur une série de playoffs, parce qu'ils ont des athlètes et je les trouve relativement fournis en termes d'équipe, en termes de profondeur. Je suis en train de me battre avec un insecte, vous inquiétez pas, c'est normal. Ils ont une équipe relativement fournie et un effectif vraiment profond, tant sur leur 5 que sur le banc. Ils ont des vrais joueurs, des vrais compléments. Et avant d'entrer dans le détail, comparé à Baskonia, qui a aussi une vraie équipe, je les sens un peu plus forts sur tous les postes. En termes de scoring, est-ce que tu sais qui a le meilleur banc des deux? Alors, j'irai sur Baskonia pour le coup.
Bon, c'est un peu une question traite parce que Ouais. pendant une grande majorité de la saison, ou enfin beaucoup, il faisait sortir Shima Moneke et Marcus Howard du banc. Oui, Donc forcément, ça fausse un peu. c'est vrai. Baskonia est le meilleur banc au scoring D'accord. de toute l'Euroleague. Ok. Là où le Maccabi est 13e. C'est vrai que en sortie de banc, tu as rarement des gros scoreurs côté Maccabi. Tu as Tamir Blatt qui peut mettre un peu, mais qui va plus distribuer, qui est sur un petit temps de jeu et à 5 passes de moyenne. Tu as surtout Razel Rivero qui va avoir des minutes. Mais les gros scoreurs, de toute façon, clairement, ils sont identifiés. C'est Wade Baldwin, Bonzi Colson, Lorenzo Brown, quand il a envie, on va y revenir. Mais donc voilà, j'ai trouvé que c'était une stat intéressante parce que Baskonia a quand même le meilleur banc au scoring. J'aimerais voir quand même combien de matchs a commencé notre ami Marcus Howard parce qu'à mon avis, ça fausse un peu le... Ça fausse un peu, et en plus, même là, sur la fin de saison, il sort encore du banc, spoiler, c'est le meilleur scoreur de l'Euroleague. Il fait 18 matchs en tant que titulaire sur 34. Voilà. Donc il a fait un peu plus de la moitié, un match de plus que la moitié, donc 16 en tant que... Ouais, donc voilà, forcément, quand tu es le meilleur scoreur de l'Euroleague, ça aide. Meilleur scoreur de l'Euroleague, mais du coup, j'ai fait les stats aussi sur les 6 derniers matchs, je crois. Laisse-moi... Il doit être à, 27 28 points. Il est à 25 points de moyenne sur les 6 derniers matchs. J'ai pas fait les pourcentages, donc il est à 19,5 sur la saison, meilleur scoreur de l'Euroleague, on l'a dit. En face, il y a quand même un très fort scoreur aussi, très fort joueur. Will Baldwin, 17 points, 5 passes, 19,5 dévals sur la saison. Clairement, le Maccabi finit un peu bas, mais sinon aussi, on peut le dire, il fait une saison de MVP. Donc, tu as parlé des qualités athlétiques des deux côtés. C'est vrai qu'il va avoir... surtout d'un côté, même si tu as Shima Moneke à Baskonia, mais il va avoir duel d'avion entre du coup Moneke et notre ami Josh Nibo, qui est aussi le meilleur rebondeur. Donc il y a beaucoup de leaders statistiques dans les deux équipes. C'est des équipes qui se retrouvent en play-in quand même, mais tu as le meilleur scoreur de l'Euroleague, le meilleur rebondeur de l'Euroleague qui est Josh Nibo. Pendant longtemps, c'était Cedric Karskis. Ouais. Le meilleur passeur de l'Euroleague qui est Cody Miller-McIntyre. Donc c'est une équipe quand même avec des gros noms, des grosses individualités, mais qui ont eu du mal à trouver leur rythme. Notamment sur le début de saison. Maintenant, moi, j'ai quand même un grand facteur X côté Maccabi, ça va être le niveau de Lorenzo Brown. C'est clair. Parce que voilà, sur la saison, il est vraiment pas bon. Alors, je suis sûr que si je regarde les stats, ça va me contredire, mais je vais les regarder. Mais tu peux regarder les stats, mais surtout les pourcentages aussi, parce que parfois ça peut être trompe-l'œil. Mais oui, c'est le facteur X. Est-ce qu'on va... Et moi, c'est ce que je t'ai dit, hein. On n'est pas à l'abri d'un Lorenzo Brown qui... Pour moi, si Lorenzo Brown fait un match correct, je vais même pas aller jusqu'à bon, mais juste correct, tu vois, il est à 12 points, 6 passes. Il est à 42% à 2 points, 30,9 à 3 points, donc ce qui est un peu indigne de son niveau. C'est vrai. Et si je regarde les pertes de balles, 2,8 pertes de balles. C'est pas 11 dévals. C'est un joueur qui était quand même all... dans les 2-5, et je crois qu'il était dans le deuxième 5 de l'Euroleague l'année dernière. Ah si, il était dans le deuxième 5 de l'Euroleague l'année dernière. Voilà, aujourd'hui, cette saison, clairement, il n'est pas au niveau qu'il a pu montrer l'année dernière. C'est vrai. Après, c'est ce que je dis. Parfois, une saison, c'est long. Tu peux avoir des moments de trou, des saisons moins bonnes. Il met pas un tir à 3 points sur les 4 derniers matchs. Hein. Ouais, pas contre le Bayern, 0-4 contre Valence, 0-3 contre le Barça, 0-2 contre Milan. Donc c'est compliqué. Hein, tu vas voir que là, la pluie, elle va tomber contre Baskonia. Nous, c'est ce qu'on veut voir. Hein. La pluie, elle va tomber contre Baskonia et on va voir flou. Mais moi, vraiment, le Maccabi, c'est une équipe... Pareil, tout à l'heure, on a donné un peu les statistiques. Il faut savoir que Maccabi, sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 défaites, à l'inverse de Baskonia. Ils avaient fait une série de 6 victoires. C'est ça. Du coup, ils ont perdu contre... Je crois que c'est contre le Barça qui perdent la semaine dernière. Ouais. Et là, ils regagnent du coup cette semaine. C'est ça. Contre Milan. Contre le Barça, ils perdent 92-89, je crois. Et... Avec le gros tir de la Provitola, justement, dont on avait parlé la semaine dernière. Exact. Mais le Maccabi, c'est une équipe qui a une meilleure dynamique que Baskonia, même si Baskonia a réussi à se relancer un petit peu. Quel est ton favori pour toi ? C'est dur à dire, mais j'irai sur le Maccabi. J'irai sur le Maccabi parce que il y a une force, il y a plusieurs forces côté Baskonia, mais il y a une force que tu t'es obligé d'éteindre. C'est-à-dire que c'est Marcus Howard, et c'est pas lui faire prendre des tirs durs parce qu'il est capable de mettre des tirs durs. C'est vraiment prendre le parti presque comme avait pu le faire le Barça, je crois. Où on sort presque à 2 sur lui, on sort tout seul, donc c'est vraiment aller proposer
une défense collective par rapport à Marcus Howard et presque accepter un peu des autres de te faire battre. Et je pense que si tu réussis à faire ça, tu es en capacité de gagner ce match parce que tu vas dominer dans la raquette. Je pense que tu domineras dans la raquette avec Josh Nibo. Il la domine toute la saison, il attrape tous les rebonds, sur du rebond offensif, il joue toutes les balles. Sur le rebond offensif, mais pas au rebond défensif. Hein. Oui. Au rebond défensif. Et puis, les deux équipes sont très très fortes, des très fortes équipes au rebond offensif. T'as Shimamoneke qui va aller en chercher, t'as Cedric Karski qui va aller en chercher, t'as Costello aussi qui est capable, Mike Kotsar. Voilà, Baskonia, c'est une équipe qui va chercher du rebond offensif. Mais comme de l'autre côté, tu as du Wade Baldwin qui est grand. Pour moi, à mon avis, il va y avoir des rebonds offensifs de tous les côtés. Donc ça va être un match où il y aura quand même pas mal de scoring. Parce qu'à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de possessions où il y aura... pas de remise en jeu, parce que les mecs ils vont prendre du rebond off, donc normalement ça va mettre dedans. Wade Baldwin, il est capable, parce qu'il nous a sorti quand même une performance à 46 déval cette saison, 30 points, 10 passes. Contre l'Asvel, là. C'était... Contre l'Asvel. Ouais, mais quand même, il faut la sortir, la perf. Okay, parce que Cody Miller-McIntyre, il fait un triple-double à 20 passes, mais c'était contre l'Asvel aussi, d'ailleurs, je crois. Oui, c'était contre l'Asvel. Donc voilà, c'est l'Asvel, équipe de tous les records, qui, d'ailleurs, on va le dire en passant, a bien fini sa saison en tapant le Barça. C'est grave, tu vois, je t'avais dit. Incroyable. Incroyable. Mais bon, on parle des équipes qui continuent à jouer au basket. Fallait jouer avant vous aussi. Voilà. Ouais, mais bon, c'est de bonne augure pour la saison prochaine. Le Maccabi est la pire défense d'Euroleague en termes de points encaissés, à 86,7 points, et Baskonia 5e pire, 84,9. Donc en effet, ça va pas aller sous les 85 points. Donc en effet, ça va mettre dans tous les sens, de tous les côtés. Les clés pour gagner le match. Les clés pour gagner défendre. Le match. Ah non, mais c'est terrible. C'est pareil. Quand même. À mon avis, c'est pas des équipes qui vont gagner parce qu'ils vont défendre. Non, c'est celui qui met le plus de points. Celui qui va mettre le plus de points et celui qui va prendre le plus de rebonds. Qui prend la crise. Ouais, et qui va prendre le plus de rebonds. Je sais pas si c'est qui prendra le plus de rebonds, mais c'est surtout le nombre de facteurs X qu'il va y avoir de part et d'autre. C'est-à-dire, côté Maccabi, Wade Baldwin fera son match, même s'il a un trou d'adresse ou autre, il fera son match, il ira sur la ligne. C'est à savoir, est-ce que les James Webb, les Antonius Cleveland, les Tamir Blad quand ils rentrent, apporter ces 2-3 points. Tamir Blad, t'inquiète pas. Oui, t'inquiète pas. C'est les Di Bartolomeo. Tamir Blad, t'inquiète pas. Et Sorkin, quand ils rentrent, c'est moi Tamir Blad. Je sais qu'il va taffer. Mais en fait, je te fais confiance, mon gars. En fait, c'est ça. Et côté Baskonia, c'est est-ce que Marinkovic il va être dans la ligne de ce qu'il a pu faire, là sur le dernier match. Costello, Kotsar. Voilà, c'est tous ceux-là, quand ils vont rentrer, est-ce qu'ils vont pouvoir apporter? On dit pas qu'ils doivent mettre 30 points. Qu'est-ce que ça? Je préfère Jordan Theodore. Hein. Donc, non, mais c'est vrai que Chris Gioza, c'est très dur à le regarder jouer. Et je te jure, à chaque fois, ils le confondent avec Marcus Howard. Je dis, alors qu'il n'y a vraiment pas à le confondre. Je mens, ça. Ils peuvent se ressembler, j'avoue, quand ils sont de dos. Mais vas-y, ça y est, au bout d'un moment, c'est trop difficile. Bref, passons. Mais côté Baskonia, c'est la même chose. C'est voir autour, parce qu'on sait très bien que Marcus Howard, il est capable de faire 0-7 et de faire 7 sur 14 d'après, et de porter son équipe. Cody Miller-McIntyre, pareil, sur le dernier match, par exemple, il a eu un trou. Et à un moment, il a mis 14 points d'affilée, il s'est réveillé. Ah bah oui, sur le troisième quart-temps. Il était monstrueux, tu vois. Que de la relance. Vraiment. Attends, le repli défensif, c'était Milan, je crois. Excellent. C'était vraiment... Bonne défense. Vraiment, c'était catastrophique. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment les facteurs X de part et d'autre. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter quand ils vont rentrer? Et est-ce qu'ils vont réussir à trouver de l'adresse? S'ils réussissent à trouver ça, c'est celui qui aura le plus d'adresse qui gagnera, je pense, ce match. Ouais. Et à ce jeu-là, tiens, je me demande, parce que j'ai pas regardé cette stat, mais je me demande... Je sais que la meilleure équipe au pourcentage de 3 points, c'est le Fener. Mais entre les deux, là... tac. J'irai sur Baskonia. Baskonia 8e et Maccabi 10e. Oui. Mais attends, est-ce qu'il y a un gros différentiel? Parce que bon, tu vois, Maccabi à 3 points, ils sont à 36% en équipe. Et Baskonia, ils sont à 36,7%. Franchement, il n'y a vraiment pas de différence. Hein, parce qu'à Baskonia, tu as des shooters aussi. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je dis... Et puis surtout, non pas Baskonia, pardon. Au Maccabi, tu as des shooters. Oui. Tu as quand même Tamir Blad, des Bartolomeo, tous les mecs qui sortent du banc, ils peuvent allumer. Oui. Et surtout... Wade Baldwin, je pense, cette saison, statistiquement, à 3 points, je crois que j'ai regardé tout à l'heure, il est à 40% à 3 points. Oui. Ce qui n'était pas du tout sa force. C'est un mec qui a un putain de slasher inarrêtable. Mais si en plus, maintenant, il se met à mettre dedans à 3 points, et c'est pour ça que le Maccabi a très bien fini la saison, parce que c'est pas grâce à Lorenzo Brown. Et on n'a même pas parlé de Bonzi Colson, qui est capable aussi de te sortir un match à 18-7. Voilà. Tu veux peut-être en parler du coup? Non, en fait, je suis d'accord, c'est une très belle transition. En fait, pour moi, c'est les clés du match, mais que les adversaires doivent... Les potentiels facteurs X. Exactement, et que les adversaires doivent exploiter. Ouais. Je m'explique. Si Baskonia veut gagner ce match, il faut forcer Wade Baldwin à jouer.
Laissez-le jouer. Bah, lui, il va jouer. Hein, Oui, mais il faut le laisser à jouer parce que justement, quand lui joue, parfois il peut avoir des œillères et oublier les compatriotes autour. Oublier Bonzi Colson, ça serait une très très grave erreur. Tu l'as dit, on sait très bien qu'il peut terminer à 18-7. C'est un mec, il est adroit à 3 points. Il est fort rebondeur. Fort au poste. Il poste. Il a tout pour lui. Dès lors où il touche la balle, le Maccabi est une autre équipe parce que forcément, il y a des espaces qui s'ouvrent parce qu'il faut défendre Bonzi Colson. Derrière, Will Baldwin, il peut se rentrer dans la raquette. Et derrière, si tu as un rebond raté, boum, Josh Nimmo qui récupère. Donc ça, pour moi, si tu es Baskonia, tu veux gagner ce match-là, tu forces Will Baldwin à jouer tout seul. À l'inverse, de l'autre côté, pour Maccabi, tu veux gagner ce match-là, tu forces Marcus Howard à tirer. Force-le à tirer. Il peut même mettre 60 points, forcez-le à tirer, mais je veux pas voir Cody Miller-McIntyre gérer le rythme, être dans la transition, trouver ses gars. Je veux pas voir Marinkovic prendre des sorties d'écran et mettre des tirs. Je veux pas voir Costello s'amuser et prendre des tirs à 3 points et aussi être fort dans la raquette, parce que si tu vois ça, tu vas perdre à ce niveau-là. Ouais, pour moi, du coup, je vais donner aussi mon favori. Pour moi, je pense que ce sera le Maccabi parce que clairement, en fait, on l'a dit, ça va être Marcus Howard contre Will Baldwin. Globalement. Puisqu'à mon avis, tu dis, voilà, les deux équipes vont essayer de se concentrer, etc. Donc, ça va être Marcus Howard face à Will Baldwin. Là où je pense que Baskonia va avoir beaucoup de mal à défendre le pick and roll Baldwin-Nebo. On a vu sur le dernier match, il a été très bien trouvé Josh Nebo sur le début de match. Il a un petit flotteur, il a même mis un tir à mi-distance. Quand il rate son tir, il est capable d'aller chercher le rebond offensif. C'est un très bon finisseur près du cercle, mine de rien. Il paraît brut comme ça, mais il a des bonnes mains. Donc il va falloir faire un choix. Tu peux pas faire du drop sur Will Baldwin, c'est un monstre à mi-distance. Là où Marcus Howard va prendre des tirs. Tu peux expliquer le drop pour nos abonnés? Drop coverage, c'est quand le défenseur du grand attend dans la raquette et essaye de couvrir deux joueurs, donc le lob pour le alley-oop et en même temps de contester. Donc en fait, ça laisse le tir à mi-distance qui peut être contesté, surtout quand tu as des joueurs comme Tavares ou Poirier qui ont vraiment des longs bras, des longs segments pour gêner. Et en fait, le but je pense que je veux faire une vidéo sur ça justement, le but de ce drop coverage, c'est de pas faire un 4 contre 3 derrière, de pas faire une rotation à 3. Tu défends un 2 contre 2 et oui, tu laisses le tir qui maintenant est un peu délaissé en NBA, enfin pas maintenant, c'est le tir à mi-distance. Mais tu le laisses à une équipe avec Lorenzo Brown et Will Baldwin où c'est leur force. C'est très dangereux. Donc ça risque d'être dangereux. Pour moi, Baskonia n'arrivera pas à stopper ce pick and roll là où Marcus Howard, on sait que de toute façon les tirs qu'il va mettre, ça va être des tirs extrêmement difficiles. Il les met, mais sur un match de play-in comme ça, Marcus Howard, on l'a vu sur le début de saison, grand respect à ta saison Marcus Howard. On l'a vu sur le début de saison, il est capable de se trouver. C'est vrai, mais tout comme aussi, je suis d'accord, tu as raison, à 100%, il est capable de se trouver. Et sur le dernier match, il commence mal. Il commence mal, il met rien du tout. Je crois qu'il commence à 0-3 ou 0-4, et après, la pluie tombe. Mais aussi, il attire tellement les défenses. En fait, oui. Mais c'est sûr, derrière, tu vas avoir Moneke et des Kerkis qui vont se régaler, Marinkovic et tout. Et dans le jeu de relance, dans le jeu de transition, dans le jeu de cut, c'est pas l'Olympiakos, mais les autres peuvent se régaler et chez Moneke c'est vraiment un valeur d'espace. Donc, il est dans la défense que va proposer le Maccabi, ils vont pas en proposer beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par rapport à Marcus Howard. Parce que si tu décides un peu de le trapper, comme ça avait été le cas, je sais plus quelle équipe avec Mike James, bah t'es pas à l'abri que l'autre. Parce qu'il l'a très bien fait sur la fin de saison. Sur la fin de saison, il l'a mieux fait. Et puis de toute façon, en général, c'est des remontées pour lui. Il n'est pas trop balle en main. C'est surtout Cody Miller-McIntyre qui tient la balle. Et quand il voit que, si par exemple il y a une aide ou il y a un espace, il est capable de trouver la passe sur le roll, le grand qui a fait l'écran qui va ouvrir directement, ou alors de jouer son 1 contre 1. Donc à voir. En tout cas, c'est un match, je pense, où on va se régaler. Ça m'étonnerait franchement que ça se finisse sous les 90 points pour les deux équipes. Mais du coup, ton favori, tu nous as pas dit? Maccabi, on est d'accord pour dire les deux. Regardez bien le match de Tamir Blatz, regardez bien le joueur que c'est. Voilà, et le match de Khalifa Diop. D'ailleurs, petit mea culpa pour la dernière fois, je parlais que Khalifa Koumadje, etc. Alors, je ne sais pas quel est son surnom, quel est son nom, mais sur le site officiel de l'Euroleague, il y a bien marqué Khalifa Koumadje. Par contre, sur Wikipédia, il y a écrit Christ Koumadje. Donc, je ne sais pas, Non, parce qu'il a changé de nom. Ah, il a changé de nom? Oui, avant, il s'appelait Christ Koumadje, et maintenant, c'est Khalifa, ou l'inverse. Ah, peut-être il s'est converti à l'islam. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a changé de nom, donc ça, c'est pas un problème. Donc voilà, non, mais parce que la dernière fois, j'avais dit oui, le commentateur, il confondait avec Khalifa Diop et tout. Oui. Mais à culpa, commentateur, je sais pas qui commentait ce match-là, mais bon, voilà. Ok, et ben, on va passer sur les vraies séries, les matchs de play-off. C'est parti. Les deux séries de play-off. Donc on a Monaco contre le Fenerbahçe et Olympiakos contre
le FC Barcelone. Non, c'est pas le FC Barcelone d'ailleurs, parce que c'est Football Club, mais contre le Barça, quoi. Connais pas, désolé. Tu veux commencer par qui? Envoie-moi le Olympiakos Barça. On va se régaler sur ça. Olympiakos Barça. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces deux équipes? Alors, techniquement, tactiquement. Des équipes qui sont classées, donc du coup 4e et 5e, Ouais. c'est 4 contre 5. Le Barça a l'avantage du terrain. Donc Oui. ça commencera, les 2 premiers matchs seront à Barcelone et ensuite ça ira en Grèce. Ça a son rôle à jouer parce que tu reviens à 0-2 de Barcelone, même si jouer à l'Olympiakos c'est très difficile. C'est des équipes qui vont. Enfin, l'avantage du terrain aura son rôle à jouer. C'est ça que je voulais dire. Ma phrase est catastrophique, mais t'as compris. À noter que le Pana est une des rares équipes. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup quand même. Monaco. Non, attends. Pourquoi je parle du Pana? Je te dis n'importe quoi. Excuse-moi. Le Barça. L'Olympiakos a un bilan positif à l'extérieur, là où le Barça est à 7-10 à l'extérieur. Le Barça n'a perdu que 2 fois à domicile sur la saison. Donc voilà. Qu'est-ce que toi tu veux nous dire là-dessus? On m'avait posé une question il y a 5 minutes. Désolé, j'étais emballé par la série. Non, je comprends. Elle est ultra intéressante. Il y a pas une opposition de style, mais il y a quand même une équipe qui a un jeu parfaitement léché. Et l'Olympiakos est un modèle, est une académie de jeu à ce niveau-là. On rentrera bien sûr dans les détails par la suite comme on a fait tout à l'heure. Première chose que je veux dire, c'est qu'en confrontation sur la saison, il y a eu 2-0 pour le Barça, donc qui bat 2 fois l'Olympiakos. Donc déjà ça c'est bon à savoir. Dans les dynamiques, on a deux dynamiques différentes, à savoir le Barça qui est sur les 10 derniers matchs à 6-4, là Olympiakos est à 9-1. Ah, je t'ai dit, gros, l'Olympiakos. Comment dire que en termes de dynamique, on t'écoute, ils sont finalistes de Euroleague. Donc Ah oui, en place. Enfin, l'année dernière. Quand même. Je me rappelle d'un tir là qu'ils ont pris. Ouais. Donc non, on sait très bien que c'est une équipe qui est bien en place. Même le high test, le high contact, je dirais, je le trouve. Comment oui, le high test, tu vois. Ouais, non, parce qu'après t'es parti. High test, j'avais compris, mais quand t'es parti sur le high contact, c'est. Ouais. Ne regarde pas, gros. Contact, Bizarre. je connais. Chacun laisse ça. Non, mais tu vois, vraiment, ce contrôle visuel me fait penser que je trouve le Barça dans une dynamique, et les statistiques le montrent, mais différente. Ils ont été longtemps deuxième au classement, et ils ont quand même dégringolé en perdant des matchs. La preuve en est le dernier match contre l'Asvel. Alors, il y a eu des joueurs qui étaient au repos. Il y avait des joueurs qui étaient. Voilà. Tout à fait. Il y a des joueurs qui étaient au repos. Mais même avec des joueurs au repos, tu peux pas me dire que tu peux pas battre l'Asvel. Ouais, l'Asvel, ils sont chauds sur la fin de saison. Ils jouent bien, ils jouent mieux, je suis tout à fait d'accord. Mais même avec des joueurs au repos, quand tu es le Barça et que tu prétends à être champion Euroleague, tu perds pas contre l'Asvel. Ça, c'est un fait. Malgré cela, ils ont des forces et on va pouvoir aller dessus, côté Barça. Moi, j'ai dit, je pense que l'arme numéro 1 du Barça, c'est l'axe 1-5. Bah tu vois, c'est intéressant parce que quand j'ai préparé il y a 3-4 jours l'émission, il manque, il y a 5 minutes. je me disais, quels sont les joueurs à suivre? Et en fait, pour moi, c'est deux équipes qui ont des collectifs tellement forts que tu peux pas sortir un joueur vraiment du lot. Pour moi, tu vois, tu me parles de l'axe 1-5. Côté Olympiakos, déjà, contre Barça, je pense que tu me parles de l'axe 2-5 du côté du Barça, parce que le meneur, c'est jamais la Provitola, c'est soit Jokubaitis, soit Rubio, soit Satoransky. Je te dis l'axe 1-5, je t'ai pas dit l'axe 2-5. Donc c'est Satoransky, Vezeli, ton axe. Soit Satoransky, Vezeli, soit Rubio, parce que je pense qu'il aura un grand rôle à jouer, l'axe 1-5. C'est ça que je t'ai dit. Okay. Ne commence pas à dire ce que je n'ai pas dit. Donc la Provitola, pour toi, n'est pas parmi les joueurs importants. C'est ça que tu veux dire. Tu veux dire, la Provitola, il n'a pas d'importance. Je déforme pas, là. Un remix. En fait, faut pas faire influenceur, faut faire un DJ. Vous êtes chaud ce soir? Waouh, t'es sûr que I have a dream. Wow, pour ceux qui n'ont pas la rêve, tapez. C'était qui? David Guetta, I have a dream. Vous allez voir, c'est très marrant. Je reviens à ce que je disais. Vérifions l'axe 1-5. Et pourquoi l'axe 1-5? Parce que je pense que Rubio va avoir un rôle à jouer. Même Satoransky va avoir un rôle à jouer dans cette confrontation, à mettre en valeur Vezeli. On l'a vu durant la saison, quand Vezeli touchait des ballons, quand il vraiment... ça y est, ils ont oublié Vezeli. C'est ça en fait. Depuis que Rubio est arrivé... Et donc,
C'est pour ça que pour moi, l'axe 1-5, il est primordial. Après, bien sûr qu'il y a des forces à côté et pas des petites forces. Il y a Rokas, du coup, justement, bien sûr, on a dit que c'était sérieux, même s'il fait plutôt une bonne fin de saison. Il a fait une bonne deuxième partie de saison, franchement. Une bonne fin de saison, mais par contre, il y a des vraies forces. La Provitola est une force, Alexa Brines en est une, pour moi, c'est deux équipes aussi. Qui ont des forces de partout. C'est deux équipes déjà qui sont dans le top 4 aux assists, donc qui font énormément de passes décisives. Comme tu l'as dit, tu as cité des noms du côté du Barça, mais du côté de l'Olympiakos, il y a énormément de force. L'effectif de l'Olympiakos sur le papier est le meilleur de l'Euroleague, si ce n'est, si c'est pas le meilleur, il est dans les 3 meilleurs. Ouais. Il y a celui du Real. Ouais, mais bon, celui du Real, t'as quand même 3 mecs qui jouent à 45 ans. À l'Olympiakos, ils t'ont récupéré Brazdekis, qui était le fer de lance d'une équipe qui a fait Final Four l'année dernière, parce qu'il faut pas oublier que Kaunas, ils ont fait Final Four. Ils t'ont récupéré Milutinov, qui était donc en Russie, mais t'as vu l'Euro que Milutinov il a fait, c'est pas n'importe qui. Ils t'ont récupéré Moses Bright de je ne sais où. Des 3 Grecs. C'est une équipe qui était à un titre d'être champion Euroleague et qui a récupéré ces joueurs-là. Luke Sikma, qui était à l'Alba Berlin, certes, mais qui était aussi le meilleur joueur de l'Alba Berlin. Voilà, donc c'est Nigel Williams-Goss, qui était au Real, qui fait une saison, surtout une deuxième partie de saison monstrueuse. Donc, sur le papier, je suis désolé, Petrousev aussi, qui était à l'Étoile Rouge, qui a fait un peu de NBA. Voilà, c'est une équipe qui a un effectif, pour moi, incroyable en termes de nom. Après, l'effectif, ça fait pas tout. Mais bon, c'est vrai que le Barça a quand même récupéré un joueur qui a été MVP d'un Euro de basket il n'y a pas si longtemps que ça, qui sort du banc. Ricky Rubio, Jabari Parker. Et puis même cette année, ils ont signé Hernan Gomez, qui est quand même une grosse recrue. Vesely fait une énorme saison. La Provitola aussi. Jabari Parker, voilà, t'en as parlé, qui vient de NBA. Donc non, c'est deux équipes qui ont énormément de force. C'est deux équipes aussi qui sont dans le top 4, donc je l'ai dit en assist, mais aussi dans le top 4 au defensive rating. Donc c'est deux grosses défenses. Ça va être un peu une opposition de style avec les équipes de play-in là, dont on a parlé avant, et notamment l'Olympiakos, parce que l'Olympiakos est dernier au pace. Donc c'est l'équipe qui joue le moins de possession de l'Euroleague, mais parce qu'ils ont un secteur intérieur avec des joueurs vraiment où surtout Mousfal, que tu vas poster et tu vas jouer autour de lui, même si donc Vesely, c'est un joueur qui est plus dans le short roll, qui va être très très fort à mi-distance et qui se met à tirer à 3 points maintenant. Là où justement Hernan Gomez est un joueur fort scoreur au poste bas. Mais voilà, le Barça peut justement essayer de jouer sur le pace et sur le fait d'avoir de la vitesse de la relance, parce qu'ils ont des athlètes pour. Rubio, ça court. Jabari Parker, ça court. Leur intérieur court. Là où l'Olympiakos est un jeu plus demi-terrain. Pour moi, c'est la clé du match. La clé du match, c'est ce que je me suis noté aussi. Elle est là. On a une équipe qui est très forte sur du demi-terrain, très très forte, avec son secteur intérieur. À l'inverse, on a une autre équipe qui peut être bonne sur demi-terrain, mais qui a besoin de jeu de transition. Jabari Parker, il a besoin de jouer de la transition. J'allais dire Moses Wright, pas du tout, pardon. Kalinic, il a besoin de jouer de la transition. C'est des joueurs qui ont besoin de pousser la balle. Jakubaitis, il est jamais aussi bon que quand il pousse la balle, pas quand il est sur demi-terrain à chercher des passes, je ne sais où, en sautant. Donc tout ça, c'est des joueurs qui vont... Il est quand même mieux dans les... Bien sûr, même s'il a... Tout à fait. Mais tout ça, c'est des joueurs qui ont besoin de courir. Parce que si tu joues sur demi-terrain, tu vas te faire attraper par Thomas Walkup qui va être un verrou défensif. Donc ça devient très difficile. Tu l'as dit, Mustapha Fall, on n'en a pas assez parlé, mais c'est plus qu'une force en fait. C'est leur tour de contrôle. Quand Mustapha Fall, il joue, qu'il a la balle, t'es obligé de venir le trapper. Si tu le trappes pas, il y a faute ou panier. Ouais. Et donc, forcément, l'Olympiakos, ils sont pas bêtes. Tu trappes Mustapha Fall, derrière il y a du jeu sans ballon, t'as du Alec Peters, t'as du Papa Nicolaou. On n'a même pas parlé de. Je t'ai parlé de joueurs, mais j'ai pas parlé. Leur effectif, c'est dingue. Ils ont perdu Sacha Vezenkov et on disait peut-être qu'ils vont être impactés. Alec Peters, il a dit c'est bon, je suis là les amis. Après l'année dernière, ils ont fait premier d'Euroleague sur la saison. Bien sûr, ils ont été impactés. Ils ont perdu Slukas aussi. Et ils ont été impactés concrètement, mais Alec Peters, il a fait une bonne saison, même s'il a eu un trou à un moment, il a fait plutôt une bonne saison. Papa Nicolaou, qui est là également. Souvent, on rigole de Shaquille Makisic parce qu'on dit. Moi, je rigole pas de Shaquille Makisic. Hein. Gros, en 1 contre 1, personne le tient. Cette semaine encore, on a vu, il vient, il fait juste boum, accélération. Faut le laisser tirer. Moi, je le laisse tirer. Mais même quand tu le laisses tirer, en fait, faut le défendre dans la raquette.
parce que en fait le problème c'est qu'il est tellement athlétique, il va tellement vite que même si tu lui laisses de la place, une fois qu'il arrive sur toi en vitesse, c'est fini. Et la preuve, c'est que tout le monde le laisse tirer. Il arrive quand même à chaque fois qu'il rentre, il score. Oui, mais parce qu'il faut le laisser tirer. Ouais, mais il le laisse tirer. Il faut laisser le tir à 3 points. S'il commence à mettre les 2 premiers, là on défend, sinon on défend pas. Voilà. Ouais, mais c'est ce qu'ils font les équipes. Ils défendent pas à 3 points, il met quand même 10 points par match. Il est très très dur à défendre. Juste un joueur qu'on n'a pas cité à l'Olympiakos, Isaac Hanan, que j'avais bien défoncé la semaine dernière. Il a regardé QLS. Attends. J'ai les stats. Oh là là. Contre le Fener. J'ai mis quoi un bon match. Attends, il est où? J'ai noté. Voilà. Fuck Ozan. Voilà. Non mais voilà, mais moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein. Mais c'est vrai qu'il était nul à chier sur les 5 derniers matchs. Il fait un match de fou furieux contre le Fener, 27 points, 3 sur 3, 2 points, 5 sur 7 à 3 points, 6 sur 7 au lancer. Bon, pas de passe d'ess, hein, mais voilà, il a été dans ce rôle de scoreur aux côtés de Thomas Walkup sur les lignes arrières. Et donc voilà, ça apporte une dimension de plus à l'Olympiakos, qui a battu le Fener, c'était pas facile. Mais donc voilà, ça va être une grosse série. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Dis-toi que c'est une série 4-5, hein, quand même, c'est des équipes... cette année, l'Euroleague, c'est chaud. Les joueurs à suivre, donc principaux. Donc toi, tu m'as parlé de l'axe 1-5. Oui. Tu veux élaborer sur ça? Pour moi, il faut que Vesely touche la balle. On l'a vu cette saison au Barça. Quand il touche la balle et qu'il prend minimum plus de 5-6 tirs, on voit il est létal. Son tir à mi-distance, là, tu l'as dit tout à l'heure, il commence à tirer à 3 points. Pour moi, il doit toucher beaucoup plus de ballons. Bien entendu que quand je parlais de l'axe 1-5, je parle de la mise en place du jeu. Satoransky qui met en place, Ricky Rubio notamment aussi qui met en place, mais bien entendu que je n'oublie pas la Provitola qui fait partie de leurs meilleurs joueurs. Faut pas le laisser tirer. On voit bien qu'il est capable de mettre des gros tirs en fin de match. On l'a vu faire des séries, on l'a vu frapper l'Asvel comme il fallait au match aller avec une pointe à 28. Il y a aussi Alex Abrines, donc non, tu l'as dit, ils ont une équipe assez polyvalente, une équipe qui est relativement complète également. Pour moi, l'axe 1-5 et la Provitola sont mes joueurs. Moi, j'ai mis Yann Vesely. Du coup, j'ai essayé de mettre des joueurs. J'ai mis Yann Vesely, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur qui tire à 64% à 2 points et c'est pas sur des lay-ups. Là où c'est un peu plus inquiétant, on va dire, pour le Barça, c'est que justement, sur les derniers matchs, il prend très rarement plus de 10 tirs. Partizan, il prend 6 tirs. Fener, il prend 5 tirs. Contre Pana, il prend 11 tirs, c'est le match où il prend le plus de tirs sur les derniers. Ensuite 9, 9 et 4 contre l'Asvel. Bon, il joue que 16 minutes contre l'Asvel. Mais voilà, pour moi, il faut qu'il prenne minimum 10 tirs. Sachant que contre Valence, il prend 10 tirs, il fait 10 sur 10. Et le match d'après, il en prend 6. Tu vois, c'est pas normal. C'est ça. Et c'est pas un joueur, comme on l'a dit, c'est un joueur qui est beaucoup dans le tir à mi-distance, donc il provoque pas beaucoup de lancers francs. Il tire très peu de lancers francs sur la saison. Ah pardon, je te dis de la merde, c'est le tir à 3 points. Il provoque quand même quelques lancers francs, notamment contre le Maccabi, mais voilà, c'est pas son jeu principal. Donc ça va être important, comme tu l'as dit, de le mettre dans des bonnes dispositions. Le truc, c'est que Rubio, il joue plus avec Hernan Gomez. Ouais. Hernan Gomez en profite beaucoup depuis que Rubio est arrivé, il le sert, il le nourrit. Mais pour moi, du coup, c'est Vesely, mon joueur à suivre du côté du Barça. Et du côté de l'Olympiakos, donc c'est pareil, hein. En fait, tu aurais pu mettre la Provitola, tu aurais pu mettre Rubio, tu aurais pu mettre Hernan Gomez, Jabari Parker, mais c'est des équipes qui sont très fortes collectivement. Et à l'Olympiakos, c'est pareil. J'aurais pu mettre Mousfal, j'aurais pu mettre Isaac Hanan, j'aurais pu mettre... J'ai choisi de mettre Moses Wright, parce que voilà, sur la fin de saison, on en a parlé plein de fois. À noter que Milutinov est revenu et qu'il a été très bon sur le peu de minutes qu'il a eu. Il a été direct impactant au rebond. Donc franchement, l'Olympiakos, ils sont au complet. Enfin, je ne sais pas s'il a eu des blessures dans la semaine, mais en tout cas, ils sont complets. Moses Wright, je tiens quand même à préciser, donc, qui jouait donc en première division turque, qui ne jouait pas de Coupe d'Europe, qui est arrivé au Pana, à l'Olympiakos, pardon, qui était censé être ton troisième pivot. Sur la saison, il a 9,3 points, 2,4 rebonds, 1,6 interceptions pour un poste 5, c'est énorme. Il a plus de 11 dévals en 15 minutes de temps de jeu sur la moyenne. Donc il est toujours très efficace. Ça va être très difficile pour le secteur intérieur. Je pense qu'ils vont pouvoir les user. Sachant que Hernan Gomez, défensivement, c'est pas l'assurance tout risque, et que Vesely, il y a eu des matchs où il a eu des problèmes de faute. Donc, va falloir se les taper, là, les Mousfal, les trucs comme ça. Ça risque d'être compliqué. J'ai mis des facteurs X aussi dans chaque équipe. J'ai mis Rubio, parce que je pense qu'il va avoir pas mal de temps de jeu. On l'a vu sur le dernier match, justement, contre l'Asvel. Il a beaucoup joué, et le commentateur l'a dit. Je pense que le but aussi, c'est de le mettre en rythme. Donc, si Rubio arrive à être agressif, aller scorer quelques paniers, parce que c'est bien de faire des passes, mais les défenses te respectent aussi si tu vas mettre des points. Ça peut changer le visage du Barça. Et j'ai mis Nigel Williams-Goss côté Olympiakos,
qu'on a encensé aussi, de toute façon, comme on l'a dit, l'Olympiakos, ils sont sur un run, donc on parle surtout d'eux en positif sur cette fin de saison. Vrai meneur de jeu, mais capable de mettre des gros tirs, capable de scorer près du cercle, de jouer de la relance, de défendre fort, et il défend fort. Donc non, c'est un gros... Ça pourrait être une finale Euroleague, hein, mais c'est le premier tour, donc il y a une de ces deux équipes qui n'ira pas au Final Four quand même. C'est fou, hein. Alors beaucoup de blessés à l'Olympiakos cette saison, donc ça leur a un peu plombé leur saison, mais ils ont quand même bien fini. Je maintiens, je les vois en finale. T'as 2 prétendants au titre, t'en as un qui n'ira pas. Qui n'ira pas au Final Four. Ouais, bah c'est clair, hein. C'est clair. Autre chose à dire sur cette série ? Non, j'ai hâte de la voir, de la découvrir. Je pense que à l'inverse d'un Maccabi contre Baskonia, là ça va défendre, comme ça va défendre. Tu l'as dit. Là, à mon avis, ça dépasse pas les 75 points. Hein. Exactement, je pense que ça va défendre le plomb avec Walkup d'un côté en fer de lance pour l'Olympiakos par exemple. J'ai hâte, franchement j'ai hâte de voir, ça va être du beau basket parce qu'il y a aussi une belle académie de jeu des deux côtés. Donc mon favori pour terminer là-dessus, je mets une petite... Et Giovanni l'Olympiakos à Botti. Ouais, désolé, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave, mais en même temps, ça me permet de réfléchir. Mon favori, je pense, je vais quand même sur l'Olympiakos. Eh ben, moi aussi. Bah, de toute façon, si je dis qu'ils vont en finale, c'est que je vais sur l'Olympiakos. Je vais sur l'Olympiakos. Qui est l'équipe qui n'a pas l'avantage du terrain, mais qui a un bilan positif à l'extérieur. Donc je pense qu'ils peuvent en prendre un à l'extérieur. Et derrière, je pense pas que le Barça, ils vont réussir à prendre un... Ouais, je suis sur l'Olympiakos. Mais après, si ça va en 5, ça me va aussi. Hein. Oh, on prend. C'est au meilleur des 3, n'oubliez pas. Ouais. Ok. Eh ben écoute, on va passer sur Monaco-Fener. Oui, là ça va aller vite. Je mens. La série est ouf. Alors, Monaco contre le Fenerbahçe. Le 3e Monaco prétendant au titre contre la petite équipe de Fenerbahçe. Samet, je sais, tu as regardé, tu vas écouter. Mais gros. Petite. On va voir ce que va. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette série ? Je pense qu'on va avoir une série tournée. En fait, il va y avoir un mélange d'attaque avec des gros joueurs qui vont sortir des gros tirs. Et en même temps, on va avoir la défense et le côté très physique. T'as vu les tirs de Will Buckin cette semaine là? Oh là là, celui qui met qui compte pas aussi, il est dur et derrière il en met. Oh là là, c'est trop. Je vais mettre la vidéo, j'ai enregistré, mais là c'est trop ce qu'il a fait. Donc je pense qu'on va avoir ça sur cette série là. On va avoir ce côté parce qu'ils sont capables d'être très forts en attaque, mais aussi d'amener ce côté défensif. Ça va beaucoup mieux pour le Fener. Défensivement parce qu'en début de saison c'était pas trop ça. Ils avaient beaucoup de difficultés. Vraiment, on a comment dire, j'allais dire une opposition de style. Bah oui, c'est clairement une opposition de style. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire précisément. On a d'un côté une construction qui est différente. On a d'un côté une équipe qui est tournée autour d'un joueur. Voilà, avec Mike James qui est le MVP de la saison. Pas de débat. Commencez pas à me dire oui, mais il n'y a pas de débat. Bah, il n'y a pas de débat là. C'est le MVP de la saison. On a vu ce qu'il a fait toute l'année. Toute l'année, avec autour de lui des très forts joueurs et des soldats. Et on y reviendra par la suite. Et d'un côté, on a un Fenerbahçe, un peu à l'image de l'Olympiakos ou du Barça, ils ont des fortes individualités, mais qui sont aussi construits de façon assez collective parce qu'ils ont d'autres très bons joueurs autour, avec des joueurs qui ont émergé au cours de la saison, qui sont montés vraiment crescendo. Donc là, on va aller avoir une opposition de style, mais avoir, je pense, une très belle série. Ouais, parce que le Fenerbahçe, bon, leur force, clairement, c'est l'adresse à 3 points. C'est la meilleure équipe à 3 points, ils sont à 40% en tant qu'équipe. T'as Biberovic qui a plus de 55%, je crois, quelque chose, j'ai pas les stats sous les yeux, mais qui a plus de 50% à 3 points, en tout cas, c'est sûr. C'est des joueurs qui ont émergé. C'est une équipe, voilà, tout le monde peut tirer à 3 points, à part Jonathan Motley. Tes intérieurs, Sadni, Papayanis, ils peuvent tirer à 3 points. Tes postes 4, Deschamps, Amin Noah, Ace Davis, ils peuvent tirer à 3 points. Je rappelle quand même qu'il a mis 50 points il n'y a pas si longtemps. Et qu'il est quand même très en forme sur la fin de saison. Et il est très recherché surtout dans le jeu collectif du Fener. Il est vraiment mis en avant. Tu vois, contre l'Alba Berlin, il a une grosse adresse à 3 points. Mais là, on le retrouve sur du post-up. Il y a des systèmes qui sont appelés pour lui. Ils ont Nick Calates, qui est un métronome incroyable. On a vu Yamadar un peu sur le dernier match. Il a rejoué. Et ben il a été pas mal du tout. Ah ouais. Enfin, c'est un bon joueur, hein, de toute façon. Voilà, c'est une équipe qui voilà, on a parlé des joueurs qui shootent à 3 points. T'as Biberovic, t'as Sestina, t'as Guduric. Tous. En fait, t'as que Calates
et Motley, on va dire qu'ils peuvent pas vraiment. Et Kalaté, c'est un soir, il peut mettre dedans. Oui, il peut mettre dedans, mais bon, c'est pas son point fort. T'as Wilbekin et Dorsey qui vont allumer comme pas possible. Donc voilà, c'est clairement leur point fort. Là où ça peut être compliqué pour Monaco, c'est que Monaco est la 6e pire équipe sur la défense à 3 points. Ils autorisent, donc ils laissent leurs adversaires à 37%. C'est le 6e plus bas, enfin 6e meilleur total. Donc, quand t'es pas une excellente équipe sur la défense à 3 points et que tu joues le Fener, prépare-toi à prendre la pluie. Ouais. Donc, là où ça peut être compliqué pour Monaco, c'est que, à la lumière de ces statistiques, ça risque d'être des matchs d'attaque. Si, évidemment, c'est des moyennes sur la saison. Sur un match, ça peut changer, mais c'est des moyennes sur la saison. C'est des tendances, et du coup, ça peut vite rentrer dans un match d'attaque. Je pense que sur un match d'attaque, le Fener est favori. Ah oui. Clairement. Oui. Clairement. Le Fener est la meilleure attaque au rating. Monaco est la 6e meilleure attaque. Donc, au rating, en fait, c'est sur 100 possessions. Donc ça veut dire que le Fener, c'est l'équipe qui, comme ils sont très forts à 3 points et qui jouent beaucoup sur ça, forcément c'est une équipe qui score beaucoup. Donc il va falloir être capable de les tenir. Et c'est difficile de tenir une équipe qui est très forte. Je pense que c'est plus difficile de tenir une équipe qui est très forte à 3 points qu'une équipe comme l'Efes par exemple, qui a des fortes individualités, qui va créer des tirs par lui-même, ou comme Monaco. Et surtout que là, ils peuvent tous mettre dedans, tu l'as dit, ils peuvent tous mettre dedans. Donc, il suffit que tu en aies un qui commence à dire, ça sort fort, ça drive un peu, ça kick, tu peux te faire allumer. Donc il va falloir être très concentré sur ça, sur la défense et sur le tir à 3 points. Après, Monaco est la 4e meilleure défense d'Euroleague en termes de points encaissés. En defensive rating, par contre, il n'y a pas un gros écart. Monaco est 7e et le Fener est 8e. Donc le Fener, c'est une grosse équipe d'attaque. C'est pas non plus une défense catastrophique. Donc voilà, c'est une équipe qui a eu un trou à un moment dans la saison, qui s'est un peu relancée juste avant, sur les derniers matchs d'Itouis et avant l'arrivée d'Jasikevicius, qui a bien fini la saison, qui a perdu quelques matchs, mais qui a quand même bien fini la saison. Donc c'est pareil, c'est des 6e, mais c'est une équipe qui, à mon avis, vise le titre. Et ça m'aide parce que je les sous-estime. Maintenant, en face, c'est Monaco. Monaco, c'est une équipe qui a fait un Final Four l'année dernière, pour la première fois de son histoire. C'est une équipe qui a le MVP de l'Euroleague, tu l'as dit, qui vient récupérer Jordan Lloyd, qui a un effectif aussi très bien fourni, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. T'as Eli Okobo, j'en ai pas parlé, mais qui est sur une fin de saison de très haut niveau. Franchement, il y sera pas, mais vu la fin de saison qu'il est en train de faire, question de l'amener au JO. En tout cas, il sera pas. Non, il y sera pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le meilleur combo 1-2 qu'on a là sur la fin de saison français. Oui, mais c'est comme on a eu le débat. Parce que c'est pour dire le niveau qu'il a sur cette fin de saison, c'est qu'il est vraiment très fort. Donc voilà. Avec tout ça qu'on a dit, Monaco a quand même l'avantage du terrain, même si le public de Monaco c'est pas la folie. À l'inverse, quand tu vas aller jouer au Fenerbahçe, ça va être compliqué. Donc pour moi, Monaco, il faut pas qu'ils lâchent un match chez eux. Parce que ça va être compliqué. Évidemment, les joueurs à suivre. Mike James. Logique. Hein. Je vais vous sortir les stats, mais... En attendant que je sorte les stats, moi, les joueurs à suivre côté Monaco, j'en ai 3. Ouais. Mike James. Non, 4, pardon. Mike James. Non. Mike James. Jordan Lloyd. Ils n'iront pas loin s'ils n'ont pas un... Moi, Jordan Lloyd, c'est mon facteur X. Ah, d'accord, ok. On peut le mettre... Je peux mettre les stats de Mike James sur la saison. 18,7 points. Oh, oui. 4,2 rebonds. 5,1 passes. 1,2 interceptions. 20 dévals. 20,1, je crois que c'est la deuxième meilleure éval derrière du coup Shane Larkin. Clairement MVP cette saison. Voilà. Après, il est un peu moins flamboyant sur la fin de saison qu'il a pu l'être sur le début, notamment sur le pourcentage à 3 points. Parce que là, si je regarde le pourcentage à 3 points, il est à 38% sur la saison, mais il fait 1-3, 1-3, 0-3, 1-4, 0-6, 4-11, 1-7, 2-8, 1-7 sur les 8 derniers matchs. Donc bon, à voir. Sachant qu'en plus, on sait qu'il aime prendre des tirs difficiles. Est-ce que justement, à côté de lui, tu auras un Jordan Lloyd et un Eli Okobo de très haut niveau? Jordan Lloyd, si c'est le Jordan Lloyd qu'on a vu, qu'on commence à réapercevoir de temps en temps et qu'on a vu la saison dernière, ça va être très compliqué pour le Fener. Tu peux espérer. Pour moi, si tu as un beau Jordan Lloyd, tu peux espérer. Tu vas avoir, pour moi, pour cette victoire, tu vas avoir besoin d'un bon Mike James, d'un Jordan Lloyd présent également, d'un Alpha Diallo dans la lignée de ce qu'il fait en ce moment. Il est extrêmement fort en attaque et en défense.
Sur le début de saison, il y avait eu un débat sur est-ce qu'il faisait partie des meilleurs postes 3 d'Euroleague cette année ou non. Ben, clairement qu'il y est. Il y est. Parce qu'il l'a mérité. Il est très très fort des deux côtés du terrain. Et bien entendu, tu vas avoir besoin pas d'un excellent, mais en tout cas dans sa lignée, d'un John Brown, de ce qu'il fait. Parce qu'en défense, tu as besoin de ça. Alors après, autour, tu vas avoir d'autres joueurs. Hein. On a parlé de Blossom Game ces derniers temps. Tu auras besoin du Mouti Younas, etc. Mais je pense vraiment que tu as besoin de cette triplette, ce quatuor-là pour aller loin. Mais côté Fener, je sais pas pourquoi. Je peux le dire en même temps, moi, c'est mes favoris sur cette série-là. Ah ouais? Ah, moi, c'est mes favoris. Sur cette série-là, c'est mes favoris parce que... Bah écoute, pour une fois, on sera pas d'accord. Parce que... Je pense que tu l'as très justement dit, la pluie qui va tomber, ils ont eu de l'adresse toute la saison. Alors, ils peuvent passer au travers sur un match. Je pense pas qu'ils vont passer au travers sur tous les matchs. En tout cas, et tous en même temps. Et que quand ils mettent tous dedans, ça devient relou. Et surtout, c'est ce qui m'a inquiété toute la saison avec Monaco. Quel Monaco va se ramener en play-off? Ouais, mais là, justement, je vais rebondir sur ça. Monaco, c'est une équipe, on l'a dit, il y a des matchs, et on l'a vu sur la fin de saison notamment, qui sont... Ils arrivent, ils sont en dilettante. Ouais. On l'a vu. Là, tu joues le Fener, Ouais. tu joues pas une équipe qui sort du play-in, etc. Tu joues le Fener. Je pense qu'ils vont arriver hyper concentrés. Et on l'a dit, Monaco, même si statistiquement, voilà, c'est une meilleure défense que le Fener, si tu regardes juste les joueurs, les qualités défensives des joueurs, ça n'a rien à voir. Tu peux faire un 5 qui peut éteindre un 5 All Defensive Team. Tu mets Alpha Diallo, tu mets Yacouba Ouattara. Il faut scorer de l'autre côté. Le basket, ça reste un sport d'attaque. Et la profondeur d'effectifs et de joueurs qui peuvent mettre des tirs dans l'équipe du Fener, elle est trop impressionnante. Tu l'as justement dit, c'est-à-dire que Scotty Wilbekin, il peut mettre dedans. Il n'est pas dedans, Tyler Dorsey. Il a eu une sortie un peu cata il n'y a pas longtemps, mais là, ça va mieux malgré tout. Après, Tyler Dorsey, il n'est pas dedans. T'as Nigel Ace Davis. Ace Davis n'est pas dedans, Bibirovic peut mettre dedans. Amin Noah. Enfin, Fenerbahçe est 4e meilleure attaque au point et Monaco est 8e meilleure attaque. Il y a 3 points d'écart entre les deux. Monaco, c'est quand même une équipe qui met 82 points par match. Ah, mais bien sûr. Donc, je ne pense pas qu'ils auront des problèmes pour scorer. Ah non. Mais c'est je dis ça par rapport au ton sac all defensive. Si tu mets un sac all defensive, oui, c'est par rapport à ça que je disais ça. Ouais, mais le truc, c'est que moi, ce que j'ai vu sur la saison, c'est que Mike James, s'il est concerné, ça peut être un excellent joueur défensif. Et que, à ma grande surprise, Eli Okobo peut être un excellent joueur défensif. Et souvent, on a vu sur certains matchs où justement Monaco commençait mal avec Mike James et Jordan Lloyd dans le 5, que quand tu avais Okobo, Donta Hall qui rentrait derrière, avec Blossom Game, et ben, l'équipe changeait complètement de visage. Et Okobo a beaucoup progressé défensivement, ça se voit pas dans les stats, mais il a vraiment beaucoup progressé défensivement. Donc, à voir, parce qu'Okobo, il peut te mettre des points, hein, t'inquiète pas. Ah, il peut mettre, et il va mettre, je pense, clairement. Et le Fener a une très très grosse adresse à 3 points, parce que, aussi, ça, c'est pas les stats, c'est ma vision de basketteur qui dit ça, c'est que ils ont une arme de destruction massive à l'intérieur qui fait se resserrer les défenses avec Jonathan Motley. Il n'a pas joué le dernier match, je ne sais pas s'il est blessé, mais crois-moi que les 5 premières actions, si Jonathan Motley commence le match, elles vont être pour Donatas Moteunas pour qu'il fasse faire des fautes. C'est sûr. Ou Mike James, il va jeter ses bras dedans. Je te parie à 100% que sur les 5 matchs, si Motley n'est pas blessé, il n'en finit pas un, ou il n'en finit qu'un seul. En tout cas, il ne jouera pas plus de 20 minutes sur les 5 matchs. C'est sûr. Parce que Mike James va aller le chercher, Okobo va aller le chercher. Monaco, c'est intéressant, je ne sais pas si je peux trouver la stat. Si je peux trouver la stat, le nombre de lancers francs tentés. Monaco est 4e. Là où, à mon avis, le Fener est 13e, forcément, il faut que tu tires à 3 points. Donc Monaco est une équipe qui va provoquer énormément de fautes. Attention, parce que si tu joues avec Papagiannis ou Certex Only, oui, il tire à 3 points, mais la défense est moins resserrée. À voir, est-ce que Calates va pouvoir se faufiler pour créer pour les autres. Mais tu as aussi une équipe de Monaco qui est moins stable mentalement, à qui tu peux faire péter un plomb plus facilement. Mike James, tu peux le frustrer plus rapidement. Et pour moi, la clé aussi, ça va être si tu veux gagner face à ce Monaco-là, il faut les frustrer. Il faut leur rendre les choses difficiles. Il faut qu'ils aillent se plaindre aux arbitres. Quand ils commencent à faire ça, que ce soit Okobo, que ce soit Mike James ou autre, ils sortent de leur match. Et du coup, c'est sur ça que le Fener doit aller, en plus de ses forces en présence. De toute façon, ils ne jouent pas des peintres. Hein. Le Fener, c'est une très forte équipe. Oui. Maintenant, pour moi, tu es une équipe où tu as le MVP en titre,
enfin le MVP en titre, le futur MVP. T'as fait Final Four l'année dernière, t'es dans la continuité. T'as fait mieux en termes de classement, je crois, que l'année dernière, parce que je crois que l'année dernière, ils finissent 4e. 4e, je crois. Ouais. Donc, il faut aussi les respecter. Bien sûr. Ils ont eu une série à un moment de 7 ou 8 victoires d'affilée. Ils sont un peu relâchés sur la fin de saison parce que c'est une équipe de branleurs. Là, ils vont arriver en play-off reposés. C'est en 9-1 quand même, ça va. C'est un 9-1 sur les 10 derniers matchs. C'est 9-1 quand même. Donc voilà. Non mais en plus, tu vois, ils les ont gagnés les matchs. Même les matchs où ils se sont branlés, on l'a dit avec justement Donta Hall et Eli Okobo, etc. Ils les ont gagnés les matchs. Complètement. J'aimerais juste dire à l'avance que je vais être déçu de ne pas voir Mathieu Stradel parce que je pense, j'ai peur que Mathieu Stradel joue peu, voire pas sur ces matchs. Peut-être qu'il va jouer genre 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, mais On verra. ça me ferait chier. Je me prononce pas encore, j'attends de voir parce que s'il joue, il peut apporter vraiment. Il peut apporter déjà défensivement. Défensivement, exactement. Et voilà, c'est un joueur qui peut apporter des deux côtés du terrain, même si la dernière fois qu'on l'a vu sur le terrain, il n'a pas été bon dans l'adresse. C'était pas le dernier match parce qu'il n'a pas joué, mais le match d'avant. Mais voilà, c'est un joueur justement qui défensivement va défendre fort. Il peut t'empoisonner Will Buckin et tout. De toute façon, ils ont des joueurs. Hein. Même, et encore, putain, et d'ailleurs, Igloo, même Jaïté. Ça fait 1000 ans que je l'ai pas vu. Il est blessé ou quoi? Je viens d'y penser. C'est vrai ça. Et ça fait un moment qu'il a pas joué. Hein. C'est Je vrai. sais pas pourquoi, mais bon. Après, Donta Hall est très très fort. Depuis que Mab Jaïté a été dans la rotation et que Donta Hall a perdu un peu de minutes, Donta Hall est vraiment monstrueux. Mais, et Blossom Game aussi. Mais, Enfin, Victorix, après, il y aura Terry Tarpé. Hein. et tu rigoles, le seul match les peu de matchs qu'il a joué, il a été très bon. Hein. C'est un très bon joueur, mais je dis ça, il va pas jouer. Oui, il va pas aussi. jouer, il va pas jouer. Attends. Donc voilà, moi écoute, je pars sur Monaco. Je pense que c'est une série aussi qui va être. Je pars sur le Fener. Si ça part en 5, ça me va. Hein. Ça me va, je prends aussi. Ça me va. Hein. Toutes les séries partent en Mais, 5, je prends. J'espère, franchement, Eli Okobo, autant il a eu des comportements qui m'ont saoulé et tout, tu vois, que ça soit en équipe de France ou même avec Monaco et tout. Ça sort d'où ça? Bah non, mais genre, par exemple, tu te souviens quand il met son N1 là, je sais plus, c'était contre le Pana, Oui. Grigonis met le truc. Oui. Il met son N1, derrière il rate son lancer. Oui. En plus, il le rate. Oui, il fait une dinguerie. Il fait une dinguerie. Derrière, il va faire une aide catastrophique sur Grigonis. Il prend le tir à 3 points. Et suite à ça, il part direct au vestiaire. Genre sans. Après, tu sais pas ce qu'il s'est dit dans les vestiaires. Mais bon, même avec ce qui s'était passé en équipe de France, on avait vu pendant le temps mort ce que Vincent Collet disait, etc. Voilà. Je trouve que dans l'attitude, sur la fin de saison, bah, il a été suspendu aussi par Monaco cette saison. Donc, tous les ans, il y a des problèmes d'attitude à Monaco. Dans l'attitude, je le trouve irréprochable sur les 5-6 derniers matchs, en plus d'être performant baskettement parlant. Donc j'espère qu'on va continuer à avoir un Eli Okobo, parce que moi, j'ai rien contre lui. Hein. Je dis juste qu'il avait certaines attitudes qui me saoulaient. Tu m'as demandé d'où ça sortait, je te les ai données. Mais donc voilà, j'espère qu'il sera dans cette lignée-là, qu'il entraînera Mike James avec lui, que Mike James ne va pas trop parler aux arbitres, et que Monaco va faire le fiac du Fener. Même si je suis d'origine turque, Ils vont pas faire. gros, Ils vont pas faire. franchement, c'est un scandale si Monaco passe pas. Hein. Non, c'est pas un scandale. Parce C'est un que scandale, gros. T'es 3ème, tu joues Oui, 6ème, t'as l'avantage du terrain, troisième, t'as le mais- MVP de la saison. le potentiel futur MVP. Bah, pour gros, ça, il est MVP, gros. Il a pas encore eu son titre. Il va l'avoir. Mais moi, j'attends de voir. Écoute. Vraiment, j'attends de voir. Ok, bon, on avait dit que ce serait une vidéo rapide, on est resté 2 heures au final. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos pronostics et si vous n'êtes pas d'accord avec Bradley, surtout parce qu'avec moi je sais que vous êtes d'accord, parce que ce que je dis est censé. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, commenter, débattez avec nous, suivez-nous sur nos réseaux, les réseaux sont en description. Vous connaissez déjà. Bradley, je te souhaite une bonne semaine. Je te dis à la semaine prochaine et bravo à Paris pour sa victoire en Eurocup. Yes. J'ai été voir le match 1 contre Bourg-en-Bresse. C'était un massacre. C'était trop chiant. Mais l'Adidas Arena est une très belle salle. Voilà. Sur ces bonnes paroles, bisous bisous, Gossip Girl et Paris en Euroleague la saison prochaine. On ira voir les matchs. Extension, je suis très